Smart et réglo, on va parler, alors on en a beaucoup parlé de ce barème Macron créé en 2017 et on va faire le point parce qu'il est validé et ça suscite un débat de droit et un débat même peut-être d'agacement. On en parle avec Étienne Pujol, avocat en droit social Berilo, c'est le nom de votre cabinet. Donc il y a une décision importante qui a fait grand bruit dans le landerneau juridique et des avocats, c'est la validation par la Cour de casse en mars dernier, des barèmes Macron. Exactement. C'est tombé. C'est tombé, ça y est, c'est tombé, un arrêt de la semaine dernière. En fait, la Cour de cassation a été saisie de deux affaires, l'une dans laquelle une salariée avait obtenu plus que le barème Macron et l'autre dans laquelle elle avait obtenu le plafond du barème Macron mais demandé plus. Et donc ces deux affaires, l'audience a eu lieu le 31 mars dernier, le délibéré a été rendu la semaine dernière. Ça avait démarré le 22 septembre 2017. C'était un des piliers forts en 2017 d'une proposition Macron qui était de barémiser, juste pour nous rappeler les règles, c'est qu'en fait, on ne peut pas varier d'une juridiction à une autre l'indemnisation, on est d'accord? Oui, en fait, vous avez raison, c'était un des gros marqueurs du début du quinquennat Macron, avec parmi les ordonnances pénicaux, cette disposition qui encadre en fait les indemnités octroyées par les juges en cas de ce qu'on appelle dans notre jargon le licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est un licenciement qui n'est pas assez justifié en fait et en droit pour donner lieu à une absence d'indemnisation. Donc jusqu'alors, on avait des décisions qui pouvaient paraître totalement déconnectées de la réalité, qui variaient énormément d'une juridiction à une autre. Et l'idée était d'avoir une sorte de prévisibilité, ou en tout cas de risque maximum que l'on connaissait au moment où on licenciait quelqu'un, si on n'avait pas assez de justification pour se séparer de lui. Et au fil de l'eau, on en avait parlé d'ailleurs sur ce plateau, pour refaire l'histoire, pour comprendre pourquoi la Cour de cassation valide, c'est parce que le barème avait été immédiatement attaqué. Immédiatement. Il y a eu une volée de bois vert, alors politique et juridique aussi, de mes confrères, effectivement, qui représentent les salariés, et notamment de syndicalistes, qui disaient cette disposition n'est pas valable, on ne peut pas... En fait, sur quoi se fondait-il? Il disait il ne faut pas encadrer la possibilité, la marge de manœuvre laissée aux magistrats d'indemniser adéquatement, à juste proportion, le salarié qui a été injustement victime. Laisser au juge le soin de décider. Exactement. Et sur quoi se fondait-il? En fait, il se fondait non pas évidemment sur la loi, puisque l'ordonnance a valeur législative, et puis ça avait été validé quand même par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État, donc deux des plus hautes juridictions françaises, mais il se fondait en fait sur des traités internationaux. Exact. Et que disaient ces traités internationaux, en l'occurrence la Convention de l'Organisation internationale du travail et la Charte des droits fondamentaux européens, c'est de dire il faut une indemnisation adéquate. Je cite adéquate. Et donc, qu'est-ce que ce terme adéquat? Donc subjectif finalement à la volonté du juge. Il faut, voilà, exactement, à la main du juge, en fonction des éléments de fait qui lui sont soumis, cas par cas. Et en fait, c'est l'un des principaux enjeux de ces arrêts. Et d'ailleurs, la première avocate générale de la Cour de cassation avait, elle, milité pour pouvoir s'extraire, pouvoir s'affranchir du barème Macron dans certaines circonstances. Mais ça a été fait d'ailleurs. Et en fait, beaucoup de cours d'appel avaient entériné ce raisonnement, avaient accueilli ce raisonnement, comme on dit. Et donc, c'était tout l'enjeu de la Cour de cassation que de trancher ces différentes appréciations des cours d'appel, certaines validant le barème Macron, en disant non, ces normes internationales n'ont pas d'effet direct en droit français, donc je n'ai pas à les appliquer, et je n'ai pas à déroger au barème Macron. Et puis d'autres disant, mais non, en fait, ce barème est trop contraignant, et donc il faut pouvoir s'en affranchir. Alors, qu'est-ce qu'a jugé cette Cour de cassation à travers cette controverse? Parce que c'est une vraie controverse juridique. Oui, et puis vraiment, il y a eu beaucoup de littérature là-dessus, et puis effectivement, on en avait parlé sur ce plateau. En fait, la Cour de cassation, dans ces deux affaires, donc l'une où un salarié avait obtenu plus et l'employeur contestait, et l'autre où elle avait obtenu le maximum et c'est l'employeur qui contestait, en fait, dans ces deux cas, la Cour de cassation, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit le barème tel qu'il existe dans les ordonnances Macron, dans le Code du travail aujourd'hui, ce barème permet au juge d'avoir une marge de manœuvre pour indemniser de manière adéquate le licenciement non justifié des salariés. Elles le fondent pourquoi? Elles le fondent sur le fait que, d'une part, la fourchette est suffisamment large. Je vous rappelle que ça commence, le minimum est à 1 ou 3 mois et le maximum peut aller jusqu'à 20 mois de salaire en fonction de l'ancienneté du salarié. Et puis surtout, elle dit, à l'intérieur de cette fourchette, les magistrats sont libres d'évaluer la juste indemnisation. Et puis surtout, elle dit aussi, il ne faut pas oublier que vient se rajouter à ce barème le fait que quand le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit rembourser à Pôle emploi les indemnisations versées par Pôle emploi. Donc c'est un surcoût
pour l'employeur. Donc, il ne prend pas cette décision de licencier sans raison un salarié puisqu'il y a des enjeux financiers. Et puis aussi que ça ne s'applique pas au licenciement nul. C'est quoi un licenciement nul? Ce n'est pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est un licenciement qui prend pour cause le fait qu'on appartient à un syndicat, le fait qu'on a des orientations politiques. Donc une forme de discrimination. Voilà, exactement. Tout ce qui est discrimination, liberté d'expression, etc. On l'appelle licenciement nul. Et ça, c'est un licenciement nul. Et le barème Macron ne s'applique pas dans ces cas-là. Et d'ailleurs, on le voit en stratégie judiciaire, beaucoup d'avocats de salariés se placent justement sur la nullité du licenciement plutôt que sur l'absence de cause réelle et sérieuse pour permettre une indemnisation plus élevée de leurs clients. Oui, pour monter. Et c'est pour ça qu'on y intègre parfois le harcèlement moral et un certain nombre ça explique pourquoi on y glisse les stratégies avec des petits mots-clés qui permettent de faire monter les indemnités. La portée de l'arrêt, Étienne, pour conclure, et est-ce qu'un magistrat sera sanctionné, parce que c'est la vraie question, s'il sort des clous? En fait, la Cour de cassation vient de poser un coup d'arrêt à ces stratégies judiciaires visant à dire le barème Macron n'est pas valable. C'est la plus haute juridiction civile française. Le Conseil d'État, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait déjà validé le barème, le Conseil constitutionnel aussi. Donc il est très peu probable, sauf changement politique, que ce barème... Ça tombe d'ailleurs au moment où le président est réélu pour la seconde fois. Oui, ça tombe après les élections. Ça tombe après les élections. Un curieux hasard. C'est le hasard. mais donc voilà, il y aura probablement des poursuites de tentatives judiciaires en disant il faut que les cours d'appel, on l'a vu dans les premières réactions post cet arrêt d'avocats disant on va continuer à se battre, on va continuer à soulever ces moyens et puis on ira le cas échéant devant les juridictions européennes. Mais en termes de contentieux pour nous praticiens, ça devrait quand même mettre un coup d'arrêt à beaucoup de ces revendications. Donc côté chef d'entreprise, ça les sécurise, on est bien d'accord? Exactement, il n'y a plus cet aléa de se dire mince, je suis dans mon risque maximum et c'est le barème Macron, mais en fait je risque d'avoir plus. Là, a priori, c'est d'ailleurs ce qui est invoqué par la Cour de cassation, si on avait permis, ce que disait l'avocat général, il faut laisser une porte ouverte pour une appréciation concrète du préjudice au cas par cas. Et la Cour de cassation contredit son avocat général et dit non, si on faisait ça, en fait, ça ferait une inégalité du justiciable devant les juridictions. Certains se verraient octroyer des indemnités supplémentaires et d'autres pas. Donc ça contrevient à un autre article, une disposition pour le coup constitutionnel du droit français, qui est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, on ne peut pas aller sur ce terrain-là. Donc, ça sécurise les entreprises lorsqu'elles se séparent de leurs collaborateurs. Pour le dire simplement, avec ce barème, elles pourront anticiper le montant qu'elles vont verser. Voilà. Je me permets de le redire, parce que c'était le débat posé sur le plateau il y a quelques mois en votre présence. Il sert à quoi le juge? C'est le code d'Hammurabi, il a juste à regarder la case. B2, 5, c'est un cas. En fait, quel est son rôle en affaires, je précise, Oui, bien sûr. Un magistrat professionnel. Exactement. En fait, sa marge de manœuvre, quelle est-elle? Elle est d'étalonner le préjudice subi entre le minimum de la barème Macron et le maximum. Entre 0 et 100, quoi. Exactement. Et il va dire, voilà, selon les éléments qui me sont soumis, typiquement, entre un salarié qui a retrouvé du boulot immédiatement après avoir été licencié et un salarié qui est toujours en demande d'emploi alors qu'il est devant la cour d'appel, l'indemnisation ne doit pas être la même. C'est pas qu'elle ne va pas être la même, c'est qu'elle ne doit pas être la même. Et c'est ça que le magistrat doit évaluer. C'est tout le jeu, je dirais, de leur conseil que de justifier auprès du magistrat quel est le véritable préjudice subi par le salarié. En revanche, il a un cadre extrêmement strict dans lequel il peut évidemment choisir le montant d'indemnité. Juste avant de nous quitter, qu'on soit bien précis, peut-être qu'on en reparlera, mais les stratégies qui sont parfois des méthodes un peu dilatoires, d'y faire rentrer du harcèlement moral pour essayer de, même si tout ça n'est pas totalement prouvé, ça disparaîtra ou pas? Alors non, évidemment, au contraire, ça risque de prospérer encore plus, et notamment dans les situations conflictuelles où les salariés essaient de négocier une rupture conventionnelle et puis finalement ça ne marche pas. On va dire je suis harcelé moralement, je suis un épuisement professionnel et je prends acte de la rupture et on va considérer que cette prise d'acte ne va pas produire les effets d'une cause réelle et sérieuse, mais d'un licenciement nul. Donc voilà, il y aura quand même des stratégies judiciaires, ça nous continue à faire du travail pour nous, c'est très bien, mais il est bien évident que les avocats, avec leur créativité, vont continuer à essayer de contourner ce barème pour obtenir une indemnisation supplémentaire. Le dossier est clos, en tout cas pour la Cour de cassation, mais la bataille, j'ai bien peur que la bataille continue du côté de vos confrères qui défendent les salariés, et qui vont, et j'imagine, continuer à pousser pour augmenter et aller au-delà du barème. Je ne sais pas si on aura des cas de figure, peut-être il faut attendre de voir si ça... On recrée de la jurisprudence sur la... On peut refaire de la jurisprudence sur la Cour de casse? Alors, il est assez rare que la Cour de casse se déjuge et qu'on opère ce qu'on appelle un revirement de jurisprendance. Les choses restant en l'état, ça vient de manière assez exceptionnelle, et là,
là, pour le coup, sur ces éléments-là, c'est assez improbable. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que par le biais de l'Union européenne, il y ait des modifications qui soient imposées au gouvernement français. Et là, ça, c'est une autre histoire. Transcription de règles européennes. Merci Étienne Pujol de nous avoir éclairé sur cette controverse, pas de Valladolid, mais du sujet des barèmes Macron, avocat en droit social, droit du travail, cabinet Berilo. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va accueillir dans le cercle RH le DRH d'Engie, qui est un des leaders mondial de l'énergie, du gaz évidemment, on va en parler, mais aussi des énergies renouvelables. C'est un groupe en mutation, en transformation, et cela a des incidences évidemment sur l'ensemble des collaborateurs. On fait le point avec lui dans quelques instants, juste après la pause.